Horizon Social, c'est votre émission qui vous conduit à la croisée des faits de société. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale qui décortique l'actualité relative à la rencontre du président de la Marina avec les 77 maires du Bénin. Comme vous le savez, à l'issue de la rencontre qui s'est tenue le mardi dernier au Palais des Congrès, plusieurs décisions dont la nomination d'un secrétaire exécutif au niveau communal qui se chargera de l'ordonnancement du budget communal, la nomination du secrétaire administratif au niveau des arrondissements et la disparition du FADEC au profit du fonds d'investissement communal sont entre autres les principales décisions issues de cet échange. Quelle analyse en faisons-nous? C'est ce qui nous rassemble sur ce plateau. Mon confrère Moïse Dosoumou et moi, expert en décentralisation. Moïse Dosoumou, bonjour. Bonjour, chers consoeurs. D'accord. Ma première question est de savoir ce qui a motivé ces différentes réformes dans le secteur. Donc, je suppose que essentiellement c'est le besoin de changement. C'est le besoin d'expérimenter autre chose. Je pense que le chef de l'État et ceux qui l'entourent ont dû faire le point de ces 20 dernières années de pratique de la décentralisation et qu'ils ont dû remarquer des insuffisances et qu'ils se sont dit il vaut mieux corriger un peu les choses. Et avant même que le chef de l'État n'intervienne sur cette affaire-là, vous avez dû constater que l'Association nationale des communes du Bénin avait commencé par faire le plaidoyer, notamment avec les élus du peuple, pour toiletter les textes de loi sur la décentralisation. Je pense que l'un dans l'autre, tout ceci répond à un souci de changement et de réforme. Et pourquoi avoir attendu 20 ans? 20 ans pour moi, ce n'est pas beaucoup. Il faut, quand on installe quelque chose, il faut avoir le temps de l'expérimenter, de le pratiquer, de voir les écueils, les difficultés, les faiblesses et les forces et de savoir où agir justement pour que la performance tant recherchée au niveau de la gouvernance locale soit de mise. Et que pensez-vous des postes de secrétaire exécutif et de secrétaire administratif? Pour ce qui est du poste du secrétaire exécutif, pour moi, l'intitulé, la sémantique ne veut pas dire grand-chose. Secrétaire général, secrétaire exécutif, pour moi, c'est plus ou moins pareil. Je ne dirais pas que c'est la même chose, mais pour moi, ça n'a pas trop d'importance. Mais les rôles diffèrent. Oui, les rôles diffèrent parce qu'on voit maintenant qu'avec ce qui est proposé, que le secrétaire exécutif, contrairement au secrétaire général, a beaucoup plus de pouvoir. Il était déjà un personnage central au niveau de l'administration communale, mais là, il est encore plus. Et si on lui attribue maintenant le rôle d'ordonnateur du budget, je vois que c'est énorme. Et pour moi, ça me surprend un peu. Je ne dirais pas que c'est contre nature, mais ça me surprend quand même qu'on en arrive jusque-là. Parce que voyez-vous, le maire est un élu. C'est lui qui a fait campagne avec son parti, c'est lui qui a un projet de société pour sa commune. Et si les populations ont voté massivement pour sa liste, c'est qu'il croit forcément à ce qu'il a dit, c'est que la population estime qu'avec celui-là, qu'avec ce parti, leur commune pourra aller de l'avant. Mais à contrario, le secrétaire exécutif n'est pas membre d'une formation politique, c'est un cadre. Qui plus est, nommé par tirage au sort. Donc c'est du fait du hasard qu'il sera mis là. Et que ce soit lui maintenant, non pas qu'il dispose des ressources de la commune, mais qu'il soit l'ordonnateur, le maire sera là juste à croiser les bras et à délibérer avec son conseil. Je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Parce que pour moi, l'esprit de la décentralisation, c'est la libre administration des communes par les élus et non pas des cadres nommés. Parce que l'esprit même de la décentralisation, c'est que les populations désignent elles-mêmes leurs représentants à leur sein, leur confient la destinée de leur localité pour une certaine période avec les ressources de leur localité. Donc moi, cet arrimage-là qui fait du secrétaire exécutif désormais l'ordonnateur du budget de la commune, ça me semble un peu bizarre. Mais il n'est que ordonnateur du budget, ce n'est que le côté financier qui lui est confié. Non, ce n'est pas que le côté financier, j'ai à la fois le côté administratif et le côté financier. Le maire, à l'état actuel des choses, est l'ordonnateur, est le premier responsable de la commune. Je pense que le maire est toujours avec les nouvelles propositions. Mais quand déjà, souvenez-vous qu'on avait déjà dessaisi les maires de la gestion du foncier, ça se faisait déjà de manière progressive, avec la création de l'agence nationale de l'ANDF, pour ne pas me tromper. Et maintenant, quand on dessaisit les maires justement des fonctions d'ordonnateur, je ne pense pas, ça va devenir un poste purement honorifique. À mon avis, être maire, c'est juste parce qu'on ne tient plus à proprement parler les commandes de la commune. C'est vrai que même là encore, il y a 3 organes délibérants, alors qu'actuellement, c'est un seul organe, c'est le conseil communal et le municipal. Là, maintenant, on parle toujours du conseil communal dirigé par le maire, je crois, d'un conseil de coordination et de conseil de supervision. Donc, ça va être 3 organes délibérants. Donc, je trouve que les élus qui devaient avoir la latitude de décider au nom de leur mandat sont également dépourvus de certaines de leurs prérogatives. Certes, ils continuent de décider, mais dans une moindre proportion. Leurs décisions ne l'emportent plus parce qu'il y a encore 2 autres niveaux de décision qui interviennent. Donc je trouve que quelque part,
la décentralisation elle-même, telle qu'elle est prônée, est vidée de sa substance. Est-ce que cela aurait un impact sur la population de façon directe? Non, cela va de soi. Encore que, il faut relativiser. Parce qu'on suppose dans l'esprit que c'est ce que veulent les populations qui est conseillé dans les plans de développement communaux qui sont mis en œuvre justement par le conseil communal et l'exécutif qu'est le maire. Donc on suppose que l'esprit plus ou moins soit respecté, encore qu'on ne sait pas vraiment le contenu de toutes ces réformes. C'est les grandes lignes qui ont été annoncées. On attend de voir la loi elle-même qui sera votée pour voir les articles, ce que chaque pan de cette nouvelle réforme nous réserve. Mais en l'état, je dis c'est bien dosé, c'est bien d'essayer de nouvelles choses, mais il ne faut pas rester loin de l'esprit des choses. C'est en pratiquant qu'on verra bien qui a tort et qui a raison. Non, je ne dirais pas que c'est en pratiquant qu'on verra qui a tort. Moi, j'attends de voir la nouvelle loi qui sera de toute cette réforme pour mieux apprécier. Parce que même sans pratiquer, déjà en lisant la loi, en voyant la théorie, on saura si ça va marcher ou pas. Et n'oubliez pas, quand le maire n'est plus ordonnateur, que c'est le secrétaire exécutif qui est nommé par tirage au sort qui devient ordonnateur, il aura tendance à s'imposer au maire. C'est de l'ordre normal des choses. Celui qui détient la bourse a le pouvoir. Certes, le maire peut disposer des pouvoirs de sanction. Mais n'oubliez pas que c'est l'ordonnateur qui signe, qui autorise les dépenses. Donc il pourrait avoir des écueils. Oui, mon inquiétude, c'est de savoir, il est ordonnateur, mais est-ce à dire que c'est lui qui définit tout ce qui rentrera dans le budget? C'est pas la commune qui décide et lui, il ne fait qu'ordonner. Souvenez-vous que actuellement, ce n'est qu'un conseil délibérant. Et le conseil délibérant, c'est l'organe suprême de la mairie. C'est de la commune plutôt. C'est l'organe qui décide du budget et des grandes décisions. Avec ce que nous propose maintenant, ce n'est plus un seul conseil délibérant, mais plutôt 3. Les élus siègent, il y a un conseil de coordination qui siège, et il y a un conseil de supervision que dirige le secrétaire exécutif. Donc les élus n'ont plus la pleine prérogative de décision au niveau du conseil communal. Donc cela va sans dire que le budget sera décidé par les 3 instances. Donc les élus n'auront plus leur mot, enfin, n'auront plus cette prérogative à 100%. Donc forcément, les desiderata du secrétaire exécutif vont forcément figurer dans ce budget-là. Et quoi qu'on dise, c'est lui qui signe, c'est lui qui autorise. Donc même si le maire propose un truc légal, même si le maire veut exécuter un projet, si le secrétaire exécutif ne veut pas de ça, il ne va pas signer. Il y aura forcément des frictions, des guerres entre le secrétaire exécutif et le maire. Et cela peut retarder le développement local qu'on recherche. Donc je pense qu'il faut beaucoup réfléchir avant d'arriver là. Parce que quoi qu'on dise, un élu a toute la légitimité nécessaire pour agir au nom des populations dans le respect de la loi et non un cadre nommé. En attendant le constat de ces conflits d'intérêts, dites-nous, le secrétaire administratif au niveau des arrondissements, pourquoi use-t-il maintenant d'instaurer cela au niveau des arrondissements? Je pense que même à l'état actuel des choses, il y a des secrétaires administratifs dans les arrondissements. Mais je pense que tel que je l'ai compris, c'est qu'on veut, bien c'est que le chef de l'État veut rendre les arrondissements autonomes. Parce qu'actuellement, les arrondissements n'ont pas une autonomie. Seule la commune a l'autonomie de gestion. L'arrondissement n'a pas une autonomie de gestion. L'arrondissement ne peut pas décider et agir de son plein gré sans l'autorisation du conseil communal. Et même là encore, le chef d'arrondissement n'a pas de budget. Il n'a pas d'initiative à proprement parler, à part celle validée par le conseil communal et exécutée par le maire et non pas le chef d'arrondissement. Donc je me dis que l'idée, c'est de rendre les arrondissements plus autonomes qu'en l'état actuel des choses et leur donner certains pouvoirs pour agir au lieu d'attendre que ce soit la commune qui décide et agisse à leur place. Pour moi, c'est l'idée qui sous-tend. Donc, le secrétaire administratif, dans mon entendement, sera un peu comme le secrétaire exécutif au niveau de la commune, mais sans forcément être l'ordonnateur, mais il pourra agir dans une certaine mesure au nom des intérêts de l'arrondissement, sans forcément attendre justement que la décision vienne de la commune. Dans les décisions du président de la République, la commune d'Abomey-Calavi devient une commune à statut particulier. Dites-nous, quelles sont les raisons qui ont justifié cela? Je pense que Abomey-Calavi était déjà de fait une commune à statut particulier, de fait et non de droit. Maintenant, elle le sera de droit. Parce qu'il y a 3 critères cumulatifs qu'il faut réunir pour être désigné comme une commune à statut particulier. Quand on voit la loi 98-005 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes à statut particulier en République du Bénin, bien entendu, il y a 3 critères. Le premier, c'est d'être étendu au moins sur une distance de 10 km. Le second critère, c'est disposer d'une population de 100 000 habitants au moins. Et le troisième, c'est disposer de ressources budgétaires suffisantes pour les investissements et le fonctionnement. Donc quand on regarde ces 3 critères cumulatifs, on se rend compte que depuis des années, Abomey-Calavi les remplissait. Mais seulement la loi dit qu'il fallait qu'il y ait un décret
non pas un décret. Il fallait réviser cette loi-là parce que c'est la loi qui a désigné les 3 communes à statut particulier. Donc il fallait qu'une autre loi soit prise pour désigner Abomey Calavi comme commune à statut particulier. Sinon, de fait, elle remplissait déjà les conditions. Maintenant, elle le sera non seulement de fait, mais aussi de droit. Et quand on dit commune à statut particulier, c'est que dans la hiérarchie des communes, c'est qu'on est au sommet. Ensuite, comme on le dit, il y a les communes intermédiaires, enfin, prochainement, et les communes de droit commun. Donc, les communes à statut particulier bénéficient, disons, d'un regard un peu plus bienveillant du gouvernement central. Parce que ce sont des communes phares. Donc, elles doivent bénéficier de certains aménagements, de certaines infrastructures, de certains grands investissements. Et là encore, quand vous voyez Cotonou, Porto-Novo et Parakou, qui le sont déjà, qui bénéficient de ces investissements-là, Abomey Calavi, depuis longtemps, a toujours bénéficié de cette grande attention du gouvernement. Donc, pour moi, je ne dis pas que c'est un non-événement. Il n'y a pas d'événement. C'est quelque chose qui a été corrigé tout simplement. Donc, voilà. Est-ce que la population aurait des bénéfices, des avantages? Oui, c'est ce que je disais tantôt. Elle les a déjà. Vous voyez les grands investissements qui sont faits dans Abomey Calavi depuis Boni Yahi jusqu'à maintenant. Vous avez vu les changeurs, vous avez vu les travaux routiers. Et tout ça s'est intensifié sous le régime de Patrice Talon sans que Abomey Calavi ne soit une commune à statut particulier. Donc, de fait, elle bénéficiait de tous les avantages d'une commune à statut particulier. Donc, dans mon entendement, il n'y a pas un nouvel avantage, bien un nouveau privilège qui sera accordé à la commune. C'est dans l'ordre normal des choses que cette injustice entre griffes soit corrigée, tout simplement. D'accord. Toutes les communes abritant un chef-lieu de département deviendront des communes intermédiaires. Oui. Qu'est-ce que cela voudrait dire? C'est toujours dans la hiérarchie des communes. Avant, on avait seulement 2 types de communes. Les communes à statut particulier et les communes ordinaires. Maintenant, on va à 3 types de communes. Les communes à statut particulier qui seront de 4 désormais. Les communes intermédiaires qui seront 12 normalement, mais moins les chefs-lieux du département, donc ça fera 10 si je ne m'abuse. Et les communes de droit commun qui seront soustraits des 10 et des 2, donc ça fera, on doit tourner autour de 65, 60, 64 communes. La différence, c'est que les communes sont maintenant plus hiérarchisées que par le passé. Et c'est selon les centres d'intérêt que les investissements centraux iront vers ces communes. Il va sans dire également, quand on parle maintenant que, enfin, une autre chose curieuse, très curieuse, que les ressources seront mises à disposition des communes pour payer les salaires des maires et leur octroi des véhicules de fonction. Pour moi, cela sort de l'entendement. Mais la commune elle-même est censée disposer, mobiliser des ressources propres pour assurer les charges de fonctionnement et d'investissement. Certes, l'État vient en appui, notamment pour les charges d'investissement. Mais que l'État central décide lui-même plutôt, de payer les salaires des maires de leur travail des véhicules, tel que je l'ai entendu dire, tel que je l'ai lu, je trouve que quelque part, il y a quelque chose qui voudrait dire que la commune ne se chargera plus elle-même de mobiliser les fonds. Non, la commune va continuer de mobiliser les fonds, mais l'État va davantage investir au niveau non seulement des charges de fonctionnement, mais d'investissement. Donc quand on finit avec les communes à statut particulier qui bénéficient d'une attention particulière, les communes à statut intermédiaire viendront tout juste après en termes d'attention du gouvernement et à la queue, les communes de droit commun. Donc c'est beaucoup plus une question de priorité, de hiérarchie que ça a été fait ainsi. Merci à vous Moïse Dosoumou pour toutes ces clarifications, ces explications. Je rappelle que vous êtes expert en décentralisation, également journaliste à La Fraternité au Bénin. Merci également à vous chers internautes de nous avoir suivis. C'était un entretien. On était tout à l'heure en train de discuter de la nouvelle loi, du nouveau code sur la décentralisation qui serait bientôt envoyé au Parlement. En attendant d'avoir des suites du côté du Parlement, portez-vous bien et à très bientôt. Horizon Social, c'est votre émission qui vous conduit à la croisée des faits de société.